Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Souleymane Jules Diop. On ne le présente plus aux Sénégalais. Souleymane Jules Diop est ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO, à Paris. Il est spécialiste en analyse stratégie internationale. Souleymane Jules, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez au Sénégal dans un moment crucial pour le pays. Le président Macky Sall a renoncé à se présenter pour une troisième candidature. Il a dit qu'il avait droit à le faire, mais il a décidé de renoncer à cela en respectant sa parole. Beaucoup de réactions à travers le monde, des éloges pour le président Macky Sall, à l'international, à l'intérieur du pays. Certains aussi estiment que c'est normal parce qu'il a respecté sa parole. Il devait faire ce que la Constitution lui avait demandé de faire. Vous, en tant qu'analyste, quelle lecture en faites-vous? Je crois qu'il y a deux niveaux, au moins. Merci Alassane déjà de me recevoir, de m'accueillir. Ça me fait un grand honneur d'être là. Bienvenue. Deux niveaux. D'abord, le fait qu'il respecte un engagement qu'il a pris. Ensuite, le fait que malgré tout, et pour répondre à ceux qui distillent ce genre de commentaires, qu'il avait ne serait-ce que le droit de présenter un dossier au Conseil constitutionnel. Et si l'on en juge un arrêt déjà rendu, il y avait de fortes possibilités, en tout cas, de notre point de vue, que sa candidature soit acceptée. Et donc, le fait qu'il ne le fasse pas et le fait qu'il n'attende pas, alors que les assises, dans leurs conclusions, ont recommandé d'attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur dossier, le fait de le faire est déjà une marque de grandeur. On ne sait pas ce que cela aurait donné, mais donnons-lui ce crédit, cette faculté qu'il a eue de renoncer et qui va le placer dans une position historique intéressante qui est qu'il sera le premier chef de l'État dans l'histoire de notre pays à organiser des élections auxquelles il n'aura pas participé. Puisque Senghor ne l'a pas fait, Abdou Diouf non plus, Abdoulaye Wade non plus. De ce point de vue, je crois qu'il faut lui accorder ce crédit. Oui, son opposition incarnée par Ousmane Sonko dit que c'est grâce à la pression populaire qu'il a reculé. Bon, celui qui le dit, je ne sais pas de quelle pression il parle. Je pense que justement ce que Macky Sall a manifesté, c'est qu'il s'est résisté à la pression. On l'a sommé pendant 5 ans. Dès mai, je le rappelle, dès mai 2019, on l'a sommé de se déclarer. Il a choisi le moment parce qu'il avait pensé à l'époque que ça engagerait une bataille de succession prématurée dans son gouvernement et cela l'aurait sans doute empêché de mener à bien des programmes importants qu'il avait. Il y avait parmi ces programmes terminer le TER, il y avait dans ça faire le BRT, il y avait dans ça préparer le Sénégal. Surtout, c'est le plus important à mon avis, préparer le Sénégal à devenir un pays de gazier, un pays pétrolier, producteur. Je pense que ces missions-là ont été déterminantes et ont fait qu'il a tenu, il a résisté et il a tenu jusqu'au moment où lui-même a choisi qu'il était opportun de le faire et il l'a fait. S'il devait céder à quelque chose, il l'aurait fait sans doute en mars 2021 où les gens sont allés très loin en s'attaquant à des sites d'intérêt vital pour le pays et où la menace était grande et réelle, sans doute plus éprouvante. Cette résistance à la pression a quand même eu un coup lourd. Le Sénégal a payé lourd tribut. Il y a eu au moins plus de 30 morts, il y a eu des dégâts énormes. Il y a eu même un coût qui n'est pas peut-être mesurable. C'est le point de vue de vivre ensemble entre les Sénégalais. On sent une cassure dans la société sénégalaise. Je vais vous dire, si l'objectif
était de mettre à mal nos institutions, oui. Mais figurez-vous que moi, au mois d'avril 2019, je lui ai envoyé un message pour lui dire que ce que je voyais venir, c'était une opposition qui voulait lui imposer par la rue ce qu'elle n'avait pas pu obtenir par les urnes. Et le projet qu'on a vu se dérouler n'est pas un projet d'opposition, c'est un projet d'insurrection. Et de ce point de vue, il faut plutôt saluer le fait que nos institutions ont résisté jusqu'au bout. Et qu'à la fin, les institutions du pays, en tout cas les institutions que nous nous sommes données, offertes, ont tenu, ont résisté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu voter, on a voté, organisé des élections dans la transparence. À chaque fois qu'il a fallu pour la justice prendre des décisions, la justice a pris ses décisions indépendamment, certaines favorables au pouvoir, d'autres naturellement pas favorables au pouvoir. Et à chaque fois que le chef de l'État a pensé utile prendre des décisions, il les a prises. Et c'est ce qui nous a menés à cet exercice final. Mais on ne peut pas dire a posteriori à quelqu'un qui a dit il y a déjà 5 ans, qui avait dit je ne vais pas faire un quinquennat de plus, qu'il respecte la parole, sa parole, et qu'on dise qu'il a... Non, s'il y a une pression qui s'est exercée sur Macky Sall, c'est celle de sa parole, celle de son honneur. Mais ça n'empêche pas et celle de qu'aujourd'hui, son engagement. ça n'empêche pas que l'opposition continue à dire, même si le président Macky Sall a renoncé à son 3e mandat, dont il dit qu'il avait le droit. Encore une fois, il reste des choses à faire. Ils estiment aujourd'hui qu'Ousmane Sonko, qui a des démêlés avec la justice, que la justice doit passer éponge. Éponge. Il y a une lecture à 2 niveaux. Nous sommes dans une dynamique, je dirais, pour utiliser un terme d'amnésie. Donc d'amnésie, d'amnistie. Si vous voulez utiliser le terme effacé, une sorte de gommage mémoriel dans lequel les gens ont dit, bon, on peut trouver le moyen de repartir sur de nouvelles bases. Et ça, ce qui a pu le donner, ce sont les différentes rencontres, dialogues qu'il y a eu ces 10 dernières années. Et la dernière s'est tenue il y a 3 semaines, où les gens ont dit, on peut discuter ensemble et trouver des solutions. Le Sénégal n'en est pas à son premier exercice. En 1992, nous sortions des événements de 88-90 qui ont été très violentes, ne l'oubliez pas. On plastiquait des véhicules, on faisait exploser les véhicules à Dieuppeul un peu partout, ne l'oublions pas. Les gens se sont mis ensemble pour dire qu'il faut dépasser ceci. Cela a permis le code consensuel, cela a permis un gouvernement d'union dans lequel l'opposition était, et ça nous a mené aujourd'hui à un dialogue national dans lequel, je l'espère, il y aura plus d'ouverture, en tout cas pour des candidats lésés jusqu'ici. Maintenant, j'avais dit en janvier, quand j'ai été interrogé sur la question, j'avais dit que la grâce appartient au président de la République, l'amnistie appartient au peuple qui l'exerce par l'Assemblée nationale, la révision d'un procès appartient à la justice, au pouvoir judiciaire. Vous voyez que j'ai cité 3 pouvoirs qui, par le principe, sont des pouvoirs séparés. Mais le président de la République a décidé de saisir l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale connaisse de la matière. Maintenant, dans ce processus, il y a ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. À partir du moment où on dit « je ne réponds pas, je ne reconnais pas les institutions », à partir du moment où on dit « je ne reconnais pas la justice, je ne reconnais pas les juges qui jugent », parce que ne pas les reconnaître, c'est refuser d'aller répondre à une convocation, c'est refuser d'aller répondre à un procès, jugement, c'est refuser un verdict rendu, une décision rendue par la justice. Quand on le fait, on sort du cadre dans lequel il est possible, du segment dans lequel, de la fenêtre de discussion et de la fenêtre de solution. C'est ce qui s'est passé parce que la loi dit, quand on est jugé par contumace, on sort de fait
de ce processus. Ce n'est pas une décision de Macky Sall. Je trouve qu'il eût été plus intelligent, plus habile, plus avisé pour ces gens-là d'aller dire à la justice pourquoi ils estiment qu'on les a lésés, que la justice, qu'on a eu tort de les mettre en procès, de les accuser, ce qui n'a pas été fait. Et cette solution, cette question, elle est indépassable, elle est apolitique. On n'a pas de solution pour ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, est jugé par contumace, ce que la loi dit, c'est que de fait, cette personne sort du cadre de l'exercice de ses libertés civiles les plus fondamentales, et c'est ce qui est arrivé. Oui, dans cette situation, quelles sont les perspectives pour la prochaine présidentielle? Si aujourd'hui on dit que du camp du président, il n'est pas candidat, quel candidat pour Benno Bokk Yakaar? J'ai un avis personnel. Mon avis personnel, c'est qu'il n'appartient pas au président de la République de désigner un candidat. Mon avis personnel, c'est que le président de la République doit aujourd'hui s'ériger en père de la grande famille Benno, qui n'est pas la famille APR, mais au-delà de Benno, de la grande famille libérale plus. Quand je dis la famille libérale plus, il y a tous ceux qui, forces de gauche, forces d'extrême gauche, socialistes, se sont agrégés au mouvement Benno et ont gouverné pendant 12 ans. Ces gens, ils peuvent vouloir rester ensemble, mais encore une fois, la grande famille libérale, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, elle est largement majoritaire et dans la composition électorale sociologique du pays, il est clair que toutes les forces libérales héritières d'Abdoulaye Wade agrégées constitueront une majorité qui peut contrôler et l'Assemblée nationale et demain prendre la présidence de la République. Quand on parle de forces libérales, on pense à l'APR, on pense au PDS, on pense aussi à Réumi Idrissa Seck. Est-ce qu'il est possible que cette force puisse se réunir pour aller chercher un candidat consensuel à leur niveau? À mon avis, le premier travail qu'il faudrait faire, de ce point de vue, c'est travailler à rapprocher et à taire les querelles, les problèmes entre Idrissa Seck et son ancienne famille. Le PDS et son ancien mentor, Abdoulaye Wade, et son ancien frère, entre guillemets, puisqu'au PDS, on s'appelle frère, qui est Karim Wade. Ce travail, il faut le faire. Et je trouve que là-dedans, le président de la République peut jouer un grand rôle. Aujourd'hui, il doit s'ériger en fils aîné, entre guillemets, de la famille et travailler à rassembler tous ces gens qui se sont dispersés, qui se sont querellés, qui se sont chamaillés, parfois pour des raisons dont ils ne sont pas forcément responsables. Idrissa Seck a souffert à un moment donné, Macky Sall lui aussi a souffert à un moment donné, l'histoire a fait qu'il est devenu président de la République, et à mon avis, cette responsabilité lui incombe. Mais à côté, il y a le Parti Socialiste, il y a Khalifa Sall qui fait le clin d'œil au Parti Socialiste avec Barthélémy Diaz. Est-ce que la famille libérale, socialiste peut se réunir aussi de l'autre côté? C'est tout à fait normal. Je trouve qu'on va vers une clarification idéologique qui n'a pas existé ces dernières années. Mais au-delà même de la famille social-démocrate, le Parti socialiste, il y a un pôle un peu nationaliste, parfois avec des idées très de droite, comme on en a vu, où des gens ont dit nous sommes envahis par des pays voisins, par des nationalités voisines, où il y a même des gens qui développent des théories du grand rassemblement, du grand remplacement, où on a vu des gens demander carrément certains pays dehors. C'est du jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Et donc ça constitue un pôle nationaliste, de droite, identitaire, et tout cela aussi vont exister, et on va aller en compétition, et le résultat, ce sera aux Sénégalais de choisir. Mais tout ça, c'est dans une perspective où les choses se déroulent normalement. Parce que le camp d'Ousmane Sonko et de PASTEF dit de Yewwi que si Ousmane Sonko n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Et s'il y a élection, ce sera chaotique. Je l'ai déjà entendu. Il n'y aura pas d'élection. Je l'ai déjà entendu. Je ne vais pas répondre. À chaque fois qu'il s'est agi d'appliquer une décision ou de faire appliquer la loi, nos forces de défense et de sécurité sont là. Leur première mission, c'est la protection des institutions que le Sénégal s'est donnée. Et il faut faire confiance à l'État. Mais l'État est une entité qui n'a rien à voir avec le pouvoir. L'État est une entité impersonnelle. Elle est là parce que nous sommes une communauté juridique dans laquelle s'exercent des libertés, des droits sans doute, mais aussi des devoirs. Et le premier des devoirs,
c'est l'obligation de se soumettre à la loi, aux lois du pays. Et ça, moi je fais confiance à mon pays, à la justice de mon pays, à la puissance publique qui va s'exercer, à toute personne qui serait tentée de se dresser. Mais récemment, ce qu'on a vu ici en termes de violence au Sénégal, certains ont peur que le Sénégal ne bascule par rapport à sa stabilité, ce qui se passe dans la sous-région. Le Sénégal est entouré par une ceinture de feu. Vous avez le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Mauritanie qui est instable, la Gambie qui est en convalescence. Beaucoup ont peur qu'il y ait des forces, entre guillemets, de la sous-région qui peuvent infiltrer. Ce n'est plus un risque. Ah oui? Parce que les spécialistes, la différence que les spécialistes font entre un risque et une menace, c'est que le risque, il est de l'ordre du virtuel. C'est de la possibilité. La menace, elle est réelle. La menace est là. Depuis quelques années, les travaux que nous faisons, les bulletins que nous présentons, nous, en interne, sur les questions de défense et de sécurité, la question n'est plus de savoir si nous sommes, quand est-ce que nous serons, si nous serons touchés ou pas, c'est quand est-ce que nous serons touchés. Vous avez vu récemment dans les médias, on a arrêté des individus avec des quantités d'explosifs à la frontière entre le Sénégal et le Mali. La menace, elle est là. Elle est présente. On a arrêté des gens ici au Sénégal avec des projets. Et donc, ce n'est plus une question de... Non, c'est de l'ordre du réel. Maintenant, j'ai parlé d'attaques de sites qui ont été visés, de sites d'intérêt vital. C'est des sites, quand on les touchera, on peut paralyser le pays. Vous voyez? Et heureusement que nous avons à disposition de renseignements intérieurs qui fonctionnent jusqu'ici et qui fait qu'à nos frontières, les gens veillent. Et dans le pays, les gens veillent. Ça ne veut pas dire que tout le temps, les gens déjouent des projets qui, s'ils avaient été finalisés, auraient mené à la catastrophe dans le pays. Et heureusement que, de ce point de vue-là, nous avons des forces de sécurité et de défense qui travaillent très bien. Oui. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la première phase de ce qu'on considère comme les 5 missions de défense et de sécurité en général. La phase de connaissance-anticipation. La connaissance-anticipation, c'est l'utilisation du renseignement dans la planification stratégique en matière de sécurité. Dans ce domaine, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Dans le domaine de la dissuasion, dans le domaine de la protection des biens, des personnes, vous avez été attaqués, d'autres ont été attaqués. Dans le domaine de la projection et dans le domaine aussi de la défense même de nos citoyens à l'extérieur, mais aussi de nos engagements à l'extérieur. Tout ça tient en un. Et sur ces points-là, je trouve qu'il y a énormément à faire. On gagnerait à renforcer, à nous rendre plus massifs. Plus massifs. En tout cas, pour ce qui concerne la protection des Sénégalais et la défense de la sécurité du territoire. La sécurité du territoire. Mais de plus en plus, on voit des manifestations violentes pendant qu'il y a des problèmes. En France, on a récemment vu ce qui s'est passé. C'est un phénomène mondial. Ce qui s'est passé au Sénégal. Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus un gros problème pour le gouvernement? C'est pourquoi ces pays ont étendu la notion de territoire aujourd'hui au territoire virtuel. La notion de territoire aujourd'hui est étendue. Et la notion même d'armée. On parle d'armée cyber. On ne parle plus d'armée de terre, de l'air, la marine, l'aviation. L'armée de terre, ce n'est plus ça. À côté de ces 3 armées, il y a les armées cyber. Parce que nous avons un monde cyber qui peut constituer une menace pour nos institutions. Vous avez vu que beaucoup de sites officiels sénégalais ont été paralysés pendant 2 jours. Ça, c'est une attaque, par exemple. Mais au-delà, même dans la sécurisation des biens et des personnes, en France, par exemple, ils ont créé quelque chose, une unité qui est un contrat de sécurité intérieure dans laquelle les forces armées ont fourni 10 000 hommes aux forces de sécurité intérieure en France parce que la menace extérieure est devenue maintenant intérieure. Et c'est pourquoi, quand vous allez dans les gares en France, quand vous allez dans les stations de métro, quand vous allez dans les aéroports, ce sont des militaires que vous voyez. Il y a 10 000 hommes qui ont été rajoutés pour renforcer la sécurité intérieure, parce que même si la menace elle peut être extérieure, elle est aussi intérieure. C'est-à-dire les gens planifient du dehors, donc renseignement extérieur, et planifient des actions en intérieur, donc le renseignement extérieur. Il y a aussi une question de coordination de nos renseignements. DGSE extérieur, DGSI
intérieure, il faut un cadre de coordination. Ces pays ont élevé, ils ont créé d'abord une direction générale du renseignement, des deux côtés, une direction du renseignement militaire, mais il y a un cadre rattaché au ministre de l'Intérieur, mais il y a un cadre de coordination qu'ils ont appelé cadre de coordination du renseignement et de la lutte contre le terrorisme qui, lui, le coordonnateur, est directement rattaché au président de la République. Il faut que nous, vite, nous nous adaptions et que nous atteignions ce degré de sophistication. Oui, mais est-ce que le Sénégal est assez préparé par rapport à ces menaces? Aujourd'hui, on a constaté que tous les pays qui ont eu du gaz et du pétrole, surtout en Afrique, commencent à avoir des problèmes. Alors, beaucoup pensaient que le Sénégal pourrait échapper, entre guillemets, à cette malédiction du pétrole et du gaz. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'avec ce qui se passe en Ukraine, la raréfaction du gaz pour la Russie par rapport aux pays européens a fait qu'on a constaté beaucoup de chefs d'État européens venir au Sénégal, les Allemands, les Français font défiler. Et ensuite, en termes de géostratégie, si vous avez une matière que notre pays a, vous devenez son concurrent. Voilà pourquoi les États font des documents stratégiques de sécurité et de défense. C'est-à-dire que nous devons identifier nos intérêts et identifier les menaces et nous préparer, nous adapter stratégiquement à lutter contre ces menaces. Dans ce type de menaces, aujourd'hui, il y a la sécurité matière première que nous devons assurer. Notre propre fourniture en matière première, notre fourniture en énergie doit être sécurisée, que nous l'importions ou que nous le produisions nous-mêmes. Il est clair que nos forces de sécurité et de défense doivent s'adapter de mieux en mieux à ce type de menaces que vous décrivez, qui ont fait qu'à un moment donné, le Nigeria, par exemple, a eu une chute drastique de sa production pétrolière parce qu'il y avait des forces intérieures qui avaient des visées, des menées pour faire l'OPA sur cette production dans le golfe de Guinée, un peu plus bas vers l'Angola, et qui peuvent à tout moment remonter l'océan Atlantique et venir chez nous. Il faut que nous nous préparions à ce type de menaces et voilà pourquoi le Sénégal est en train de procéder à une nouvelle définition de sa doctrine d'utilisation de ses armées. Et aussi, dans la loi de programmation militaire, préparer au plan budgétaire des moyens nouveaux pour que nos armées, par exemple notre marine, se préparent et s'adaptent à ce type de menaces en matière de dotation, surtout de moyens marins. Vous étiez en Guinée-Bissau il y a un peu plus de 20 ans, Alassane. Nous y étions tous. Nous n'avions qu'un petit édic capable de transporter 300 personnes. Quand nous sommes arrivés à Bissau la nuit, nous étions sous les feux nourris de l'artillerie de la Guinée-Bissau et la catastrophe aurait pu se produire. Aujourd'hui, l'armée sénégalaise est mieux dotée en aviation, est mieux dotée surtout au niveau de sa marine il nous faut maintenant la réponse massive. La réponse massive, c'est qu'un pays de notre taille qui se respecte, il doit aller vers des objectifs d'au moins 100 000 hommes. 100 000 hommes. Mais le constat qui a été fait par des analystes, c'est que dans la sous-région, on a l'impression d'une reproduction de la guerre froide, qui ne dit pas son nom, entre Wagner, qui est une force émanant du gouvernement russe, et les Français qui sont encore là, qui veulent toujours rester. Et Wagner est dans la sous-région, ils sont au Mali, c'est à la frontière là. On a assisté à un retour des zones d'influence, c'est clair. La Russie avec l'Algérie, avec le Mali, ce n'est pas de la nouveauté. C'était là depuis longtemps, après les indépendances. On aurait pu ajouter la Guinée, mais ce n'est pas exactement le cas. On est revenu aux zones d'influence et évidemment, on assiste à une perte d'influence de la plupart des pays occidentaux. Bon, parce qu'il y a une problématique sécuritaire à laquelle, c'est vrai, nous n'avons pas pu apporter des réponses, mais il faut dire que c'est d'abord la faillite de nos États. À prendre en charge la question de leur sécurité intérieure, de l'intégrité de leur territoire. Là-dedans, il y a des réalités, des problématiques économiques, sociologiques, surtout en matière d'égalité, en matière de distribution des richesses, en matière de ce que le président Macky Sall a vu très tôt, ce qu'il a appelé l'équité territoriale. Nous avons pris avec Puma, avec le PUDC, nous avons pris les moyens et nous avons dit
il faut aller investir là où les gens peuvent être sensibles au discours djihadiste, sur l'inégalité, sur l'oubli des zones frontalières et tout. Le Sénégal a donné une réponse extraordinaire, imparable, et je vous assure, ça nous a beaucoup sauvés et ça a permis jusqu'ici, dans les localités périphériques, de contenir une menace qui était réelle. Mais ça n'empêche pas que toujours les Sénégalais ressentent une certaine inéquité vis-à-vis de la distribution de ressources. Absolument. Les inégalités sont encore là. Absolument. Les jeunes dont vous parlez, qui des régions viennent à Dakar, ils s'installent. Absolument. D'ailleurs, dans les manifestations, la plupart Vous avez d'entre eux raison. participent parce qu'ils sentent être exclus. Vous avez raison. C'est un travail continu qu'il faut faire. Il y a 150 000 personnes qui viennent s'installer tous les ans à Dakar. C'est 0,2 du territoire. C'est 80% de l'économie. Donc, sur 0,2 du territoire, quand vous concentrez 84% des infrastructures, aujourd'hui, ça s'aggrave avec le BRT, avec le TER, vous concentrez l'économie autour d'un port, d'un petit port, c'est normal que tout le monde vienne. Et évidemment, ça pose dans la capitale un problème de sécurité et une bombe démographique qui peut exploser à tout moment. Parce que les gens étouffent, les gens veulent du travail, ils arrivent, ils ont des prétentions, ils ont des ambitions, parfois auxquelles ils n'accèdent pas. La jeunesse veut de la formation, la jeunesse veut du travail, il faut lui donner. Et à ces questions, il faut faire face. Il faut faire face et il ne faut pas tomber dans l'illusion qui consisterait à penser que le gaz et le pétrole vont tout régler. Ils ne vont pas tout régler. Mais bon, il y a aujourd'hui des efforts, des débuts timides, au moins de prise de conscience qu'il y a un problème qu'il faut régler parce que ça peut menacer tous les régimes. Tous les régimes. Parce que les gens ne peuvent pas vivre de promesses tout le temps. Souleymane Jules Diop, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question de Date. Je vous rappelle que vous êtes ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO en France. Et aussi, vous êtes analyste en stratégie internationale. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.